Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Karine Ohayon. Je suis coordonnatrice en transfert de connaissances au CREGES. Je vous souhaite la bienvenue à cette première conférence CREGES de l'année, présentée en collaboration avec la CDB Proche Aidance. La CDB continue à mener le volet SCPD et le groupe des aidants du Sud-Ouest. La conférence d'aujourd'hui, présentation du projet de recherche APA, aide, présence attentive, gestion et pensée négative répétitive chez les proches aidants de personnes vivant avec un trouble neurocognitif majeur. Nous sommes très, très heureux de l'intérêt suscité par cette conférence. Merci à vous tous d'être avec nous aujourd'hui. Je laisse mes collègues de la CDP Proche Aidance et du CDP Continuum Aîné Volet SCPD se présenter. Céline, Chiara, c'est à vous. Bonjour, alors je me présente, je m'appelle Céline Bouffard, peut-être que certains d'entre vous me connaissent. Je suis l'animatrice de la communauté de pratique Proche Aidance. Essentiellement, c'est une communauté de pratique qui a pour but de favoriser une offre de service qui permet de soutenir et de reconnaître les personnes proches aidantes dans le réseau de la santé et des services sociaux. J'en dirai pas plus. Dans le clavardage, vous allez voir là, quelques informations là, que mes collègues vont pouvoir vous partager. N'hésitez pas si vous avez des questions, là, il y a mon adresse courriel là, et ainsi que le lien vers la communauté de pratique. Je vous dis bon webinaire, puis je laisse la parole à ma collègue Chiara. Oui, bonjour. Donc, moi, c'est Chiara Mara-Bolduc, donc co-animatrice de la communauté de pratique aînée SCPD. SCPD, c'est pour symptômes comportementaux et psychologiques de la démence. Donc, la communauté SCPD a pour but de rassembler et soutenir les membres des équipes ambulatoires à travers le Québec dans la consolidation et l'amélioration de leurs pratiques. Donc, si vous avez un intérêt ou des questions concernant la communauté de pratique aînée SCPD, n'hésitez pas à m'écrire. Vous allez trouver mon courriel dans le clavardage. Donc, je vous souhaite un bon webinaire. Merci. Pardon, Karine, on t'entend pas. Ça serait une bonne idée de mettre mon micro. Euh, Le projet de recherche APA, aide présence attentive, gestion des pensées négatives répétitives, ce projet-là a pour objectif d'analyser la pertinence d'une intervention axée sur la réduction des pensées négatives chez les personnes proches aidantes, de personnes vivant avec un trouble neurocognitif majeur. Si cette étude est concluante, l'intervention pourrait constituer la base d'un service d'aide psychosociale innovant, disponible largement, y compris pour des diades aidants aidés et des professionnels. Cette conférence a pour objectif de vous familiariser avec les pensées négatives, répétitives et leur influence néfaste chez les personnes proches aidantes pour vous informer sur le projet et vous inviter à, évidemment, collaborer. Avant de passer la parole à nos conférenciers, juste un petit rappel. La période de questions, vous allez probablement en avoir, elle va se passer après la présentation. Et si vous avez des questions lors de la présentation, pour ne pas les oublier évidemment, vous pouvez les écrire dans l'onglet QR en bas de votre écran ou en haut de votre écran, dépendamment de la configuration de votre Zoom, en précisant si possible votre occupation pour essayer de contextualiser vos réponses. Je vais vous présenter nos deux conférenciers d'aujourd'hui. Tout d'abord, Anna Adrianova, qui est la coordonnatrice du domaine d'expertise en proche aidance au CREGES. Salut Anna. Elle est diplômée en psychologie et ainsi qu'en travail social et est présentement candidate au doctorat de travail social de l'Université Laval. En tant que coordonnatrice du domaine d'expertise en proche aidance au CREGES, Anna s'investit dans la recherche et au développement des pratiques de pointe dans le domaine de la proche aidance, en collaboration avec divers partenaires communautaires, universitaires et institutionnels. Notre deuxième conférencier, Monsieur Géry Snitil, occupe le poste de directeur général, salut Géry, au sein du groupe des aidants du groupe du Sud-Ouest, GASSO, un organisme communautaire œuvrant depuis plus de 30 ans à offrir un soutien psychosocial individuel et aux personnes proches aidantes. Le projet de recherche APA lui tient particulièrement à cœur, conscient de l'impact significatif que les PNR peuvent avoir sur le quotidien des proches aidants. En tant que fondateur de la première table de concertation régionale en proche aidance à Montréal,
est président d'une association pour la structuration du répit typique au Québec. Il cherche à appliquer son expérience en tant qu'intervenant et gestionnaire à des initiatives innovantes qui visent à améliorer la qualité de vie des proches aidants. Alors, Anna, Géry, je vous passe donc la parole. Bon webinaire à tous et n'oubliez pas, si vous avez des questions pendant le webinaire, les mettre dans l'onglet Q&R. Merci beaucoup. Merci Karine. Merci, Karine. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là aujourd'hui. Géry et moi sommes ravis de vous accueillir à cette conférence d'aujourd'hui qui est organisée le 18 janvier dans le cadre du mois de sensibilisation à la maladie d'Alzheimer. Je vais maintenant vous partager mon écran. Nous sommes également reconnaissants de cette opportunité de vous présenter le projet de recherche APA Aide Présence Attentive ou MindAid en anglais. Dans le cadre de ce projet de recherche, j'assure sa coordination scientifique, tandis que Géry est coordonnateur de terrain dans le cadre de ce projet de recherche. Ce projet est dirigé par deux chercheurs, Sophie Etier et Mathieu Boisvert. Sophie Etier est professeure-chercheur à l'Université Laval, à l'École de travail social et de criminologie. Elle est également chercheuse membre régulière au Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale au CREGES. De son côté, Mathieu Boisvert est professeur-chercheur à l'Université du Québec à Montréal, au département de sciences des religions. Il est également directeur du Centre d'études et de recherche sur l'Inde, l'Asie du Sud et sa diaspora au CERIAS. Durant notre conférence aujourd'hui, nous nous concentrons sur trois objectifs principaux. Premièrement, nous examinerons les pensées négatives répétitives ou les PNR et analyserons leur impact significatif sur la santé et le bien-être des personnes proches aidantes. Pour savoir comment intervenir efficacement ce phénomène ainsi que provenir, il est important de comprendre les origines de ce phénomène cognitif, pour pouvoir offrir un soutien aux personnes proches aidantes qui sont confrontées à ce phénomène. Cet objectif sera au cœur de cette conférence. Ensuite, nous présenterons sommairement le projet de recherche APA Aide Présence Attentive. Nous aborderons notamment les deux interventions qui seront développées dans le cadre de ce projet qui a débuté en juin dernier, donc en juin 2023, et qui se déroulera pendant 3 ans, donc il se terminera en mai 2026. Et nous terminerons notre présentation par notre troisième objectif qui consiste à vous inviter à collaborer et à participer à ce projet de recherche. Avant d'aller plus loin, on voulait ajouter des éléments interactifs en fait à notre présentation. Donc, nous aimerions savoir de quel groupe faites-vous partie. Pour pouvoir participer à ce sondage, vous pouvez scanner le code QR que vous voyez sur cette diapositive. Donc, vous pouvez simplement aller dans votre application caméra, sur votre cellulaire, scanner le code QR qui va vous mener directement sur le site Menti. Sinon, vous pouvez taper menti.com dans votre navigateur et utiliser le code qui est présenté sur cette diapositive. Donc, on va attendre quelques secondes. Géry, je vais te laisser l'animation de cette partie. Merci, Anna. Donc, on va attendre un petit peu que les données puissent commencer à rentrer, parce qu'on a quand même presque 160 personnes qui sont connectées avec nous aujourd'hui. Et on voit déjà que les résultats rentrent. Pour l'instant, c'est une très grande majorité de professionnels du réseau et du communautaire. Je me sens un peu comme un météorologue qui vous annonce la météo de la journée. On voit quelques nuages passant, les personnes proches aidantes, 6 pour l'instant. On est très heureux en passant de vous avoir parmi nous parce qu'on est conscient que le webinaire d'aujourd'hui a été diffusé surtout dans des réseaux professionnels et donc on apprécie beaucoup que des personnes proches aidantes s'intéressent au projet de recherche et à ce qu'on a à vous présenter aujourd'hui. Alors là, on s'approche bientôt de la moitié environ des personnes présentes. Et je ne sais pas exactement
si tout le monde a réussi à ouvrir le lien. De mon bord, j'ai essayé et ça fonctionne. Donc, ça devrait fonctionner pour tout le monde. Et oui, on a un commentaire que le diagramme est un peu petit. Effectivement, c'est bien le cas. De votre côté, si vous allez dans vos options sur Zoom, puisqu'on attend les résultats, je peux vous informer à propos de ça. Normalement, il devrait y avoir à quelque part une option d'agrandir l'écran. Peut-être à 100%, 150%, 200%, et vous pourriez voir de plus près les résultats, puis par la suite revenir à la grandeur originale qui est de 100% normalement. Donc, on voit effectivement qu'on a vraiment une majorité de professionnels qui sont ici, du réseau de la santé et du communautaire. Et à notre grand plaisir, 10 personnes proches aidantes déjà qui sont présentes. Alors, est-ce qu'on se donne encore un 30 secondes? Anna, qu'est-ce que tu en penses? Oui, on peut attendre encore quelques secondes. Ah. Puis n'hésitez pas, en fait, vous pouvez sélectionner plusieurs options. Donc, professionnels du réseau de la santé, des services sociaux, des milieux communautaires, mais à la fois, par exemple, un membre des milieux académiques ou même une personne proche aidante. Donc, vous pouvez vraiment cocher plusieurs réponses là, à cette question-là. Mhm. Donc, je pense qu'on peut conclure pour l'instant. On arrive donc à un total approximatif d'une centaine presque de professionnels du réseau et du communautaire, avec par la suite principalement des personnes proches aidantes, quelques personnes du milieu académique, quelques personnes du grand public aussi. Donc, ça fait plaisir de vous avoir parmi nous. Et autres, ben, on découvrira peut-être plus tard dans la période de questions les autres personnes qui proviennent de d'autres milieux. Alors, merci d'avoir participé à notre petit questionnaire interactif. On va passer au premier volet de la présentation, le volet sur les pensées négatives répétitives et leur influence néfaste chez les personnes proches aidantes. Un volet qui se veut très informatif par rapport au contexte et du contenu théorique pour que vous compreniez mieux qu'est-ce que c'est les PNR exactement. Alors, pourquoi les PNR chez les personnes proches aidantes? Alors, les origines du projet, en fait, ça vient de besoins qui ont été identifiés par les milieux de pratique et les utilisateurs pour contrer le fardeau des personnes proches aidantes. Qu'est-ce qu'on veut, en fait, avec ça? C'est d'essayer de développer, ou le besoin, c'était d'obtenir un outil pour venir contrer le fardeau des personnes proches aidantes. Et vous comprendrez bientôt les sources de cette recherche d'outils-là, parce qu'en fait, la littérature nous démontre que il y a les pensées négatives répétitives peuvent avoir des effets assez sévères sur la santé globale. Ce projet, c'est une pratique de pointe du CIUS du centre-ouest, du sud-centre-ouest de l'île de Montréal, et ça souligne son engagement en faveur de l'innovation sociale. C'est d'ailleurs un CIUS qui est très proche du communautaire, où est-ce qu'on collabore souvent avec le CREGES sur plusieurs projets innovants. Alors, je lève mon chapeau au CREGES en parlant de cette partie-là. La revue narrative est disponible sur le site du CREGES, donc vous allez pouvoir y accéder. Évidemment, si vous posez déjà la question, est-ce qu'on va avoir accès à la présentation? Oui, vous allez y avoir accès, donc ce sera possible par la suite. Un petit mot rapide sur l'expérience du GAZO. Nous, en tant qu'organisme communautaire qui offre des services uniquement aux personnes proches aidantes, ça faisait plusieurs années qu'on réfléchissait à comment est-ce qu'on pouvait s'attaquer au concept de la présence attentive au GAZO. Et on est choyé, en fait, au GAZO ici, on a une intervenante qui vient de compléter un diplôme de deuxième cycle de l'UQAM en présence attentive. Et donc, depuis récemment, on offre des guidances individuelles justement pour mettre en place cette pratique attentive auprès des personnes proches aidantes. Et donc, quand je me suis fait approcher par le CREGES sur l'idée de collaborer sur les pensées négatives répétitives, ça s'insérait directement dans nos cordes et ça rejoignait vraiment la direction dans laquelle on voulait aller au niveau du soutien qu'on offre aux personnes proches aidantes.
Alors, pour vous donner quelques statistiques, la proportion de la population âgée de 65 ans et plus au Québec est passée de 20% en 2021 à 25% d'estimé en 2031. C'est quand même une population assez importante, considérant que 61% des personnes aînées avec des troubles neurocognitifs vivent à domicile. Comme on le sait, en ce moment, il y a plusieurs directives gouvernementales qui veulent favoriser le maintien à domicile des personnes aînées. Et donc, les personnes proches aidantes jouent un rôle essentiel dans le maintien de ces personnes-là à domicile. La présence d'une personne proche aidante réduit de 20 fois le risque d'institutionnalisation et c'est pour cette raison-là que le soutien aux personnes proches aidantes est extrêmement important puisque ça permet de repousser un hébergement permanent ou une hospitalisation sévère, etc. Par contre, certains défis pour les personnes proches aidantes, ben, s'il y a évidemment une augmentation du stress et des effets négatifs possibles sur leur santé psychologique et physique en raison de leur rôle de proche aidant et de la relation d'aide dans laquelle il et elle s'engagent. Alors, je laisse la parole à Anna. Merci, Géry. Le gouvernement du Québec a annoncé le maintien de la santé et du bien-être des personnes proches aidantes comme une priorité de sa première politique nationale pour les personnes proches aidantes qui a été rendue publique en 2021. Cette priorité se reflète également dans les principes clés de la troisième phase des travaux ministériels concernant les troubles neurocognitifs majeurs. Cette diapo présente un modèle commun pour le fardeau des aidants de personnes vivant avec un trouble neurocognitif majeur. Nous savons que la santé et le bien-être des personnes proches aidantes sont directement influencés par le fardeau qu'ils vivent dans le cadre de leur rôle. Le fardeau est composé d'éléments subjectifs, mais également d'éléments objectifs. Par exemple, les caractéristiques de la personne aidée, telles que la maladie de la personne aidée, les soins et le soutien qu'il requiert de la part de la personne proche aidante, font partie d'éléments objectifs du fardeau. Pour leur part, les stratégies d'adaptation et les soutiens sociaux font partie d'éléments subjectifs. Pour les stratégies d'adaptation, ils peuvent être classés comme des stratégies d'adaptation adaptatives, donc ils peuvent aider à diminuer le fardeau, ou ils peuvent être inadaptés, donc ils vont augmenter le fardeau et l'épuisement des personnes proches aidantes. Du côté du soutien social, il peut être représenté par les membres de la famille, les proches, mais aussi les professionnels, les intervenants qui peuvent soutenir les personnes proches aidantes dans le cadre de leur rôle. Donc, nous pouvons travailler avec deux personnes proches aidantes qui soutiennent une personne aidée qui a le même diagnostic, par exemple, de trouble neurocognitif majeur. Les deux, ils requièrent le nombre de soins équivalents par semaine, par exemple une vingtaine d'heures par semaine. Donc ça, ce sont des caractéristiques objectives dans cette situation. Quand on va essayer d'évaluer le fardeau de ces deux personnes proches aidantes, on va constater que leur perception du fardeau, donc de l'épuisement qu'ils vivent dans cette situation, va être très différente parce qu'ils utilisent les stratégies d'adaptation et évidemment le soutien social sera divers pour ces deux personnes proches aidantes. Donc, leur perception du fardeau, la façon qu'ils vivent leur proche aidance va être très différente entre ces deux personnes-là. Une des stratégies d'adaptation inadaptée clé qui a une influence importante sur le fardeau des aidants est la stratégie cognitive des pensées négatives répétitives. Les pensées négatives répétitives constituent un processus cognitif qui est caractérisé par des pensées obsessionnelles partant sur le passé ou les ruminations et sur l'avenir ou les inquiétudes dont l'intensité augmente lorsque la capacité à se distraire de pensées autoréférentes et de réflexions anxieuses est réduite. Cette diapo, Cette diapo présente maintenant les exemples de manifestations de rumination et d'inquiétude dans le contexte de la proche aidance. En lien avec les ruminations sur le passé, une personne proche aidante peut se rapprocher une conversation ou, par exemple, une action passée avec son proche en se disant « Je n'aurais jamais dû lui dire cela. C'est de ma faute si sa condition s'est aggravée. Si seulement j'avais choisi mes mots plus soigneusement ou avait été plus patient. »
En lien avec les inquiétudes concernant l'avenir, une personne proche aidante peut se préoccuper de la capacité future de son proche à réaliser des tâches quotidiennes. Il pourrait s'inquiéter excessivement, pensant: si son état se détériore, serais-je capable de gérer seul les soins? Dois-je envisager une aide professionnelle ou un hébergement spécialisé? La parole est à toi, Géry. Merci, Anna. Alors, pour qu'on parle un petit peu plus de littérature derrière les PNR, qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui? En fait, c'est que la littérature nous démontre que non seulement que les PNR contribuent de façon causale au développement de diverses maladies et troubles, mais contribuent aussi au maintien de ces maladies-là. Donc, par exemple, si on se fie sur ce que vous voyez à l'écran pour les troubles de l'axe 1, on parle par exemple de dépression, de syndrome de stress post-traumatique, troubles d'anxiété sociale, troubles obsessionnels compulsifs, insomnie, troubles de l'alimentation, douleurs chroniques, etc. On parle aussi de maladie d'Alzheimer dans un contexte où est-ce que des personnes, selon une recherche qui a été faite ici là, de Marchand et ses collègues en 2020, quand les personnes proches aidantes vivent avec un niveau élevé de PNR pendant plus de 2 ans, ces personnes-là développent des précurseurs et même des biomarqueurs qui sont liés à la maladie d'Alzheimer. Et on remarque un affaiblissement, en fait, on a remarqué un affaiblissement dans leur état général en début de l'étude et à la fin de l'étude au niveau de leur état cognitif. Donc, la littérature nous démontre qu'une personne proche aidante qui va vivre avec des pensées négatives répétitives de façon très élevée s'expose à des risques de santé assez graves. En fait, qu'il y ait qu'il y a un lien direct entre la prévention ou la réduction des PNR et l'amélioration globale de la santé de la personne proche aidante. Pour illustrer nos propos, on va vous présenter une mise en situation, la mise en situation de Marc, ici notre cher ami, qui, comme vous le voyez à l'écran, est un peu inquiet ce jour-là. Donc, pour vous mettre en contexte, Marc, il a 45 ans. Il a plusieurs rôles. Il est avocat en droit des affaires avec un rythme de travail soutenu et des délais stricts. Déjà, oui, il a choisi une carrière assez exigeante. Il est aussi proche aidant principal pour son père qui vit avec une démence frontotemporale et c'est une maladie qui modifie profondément sa personnalité et le comportement de son père. Donc, le père à Marc a souvent des épisodes, il fait de l'errance, il n'est pas sécuritaire et il ne peut pas vivre tout seul. Donc, il vit avec Marc et avec sa famille. Ils cohabitent ensemble. Marc est aussi mari et père de 3 enfants et il est impliqué dans diverses activités sociales et parascolaires auprès de ses enfants. Donc, c'est quelqu'un, évidemment, qui essaie d'être présent pour tout le monde autour de lui. Sa vie sociale, malgré sa proche aidance, il essaie de maintenir ses engagements sociaux et communautaires, bien qu'il trouve ça de plus en plus difficile. Et au niveau de ses loisirs, ben, il aime beaucoup la randonnée, il aime la photographie, mais par contre, à cause de tout ce qui se passe dans sa vie, il a dû mettre ça de côté parce que ça devenait vraiment trop et il ne trouvait plus le temps pour accorder à ces activités-là. Donc, au niveau des défis quotidiens, dans un contexte de pensée négative répétitive, pardon, Marc est régulièrement confronté au comportement imprévisible de son père qui nécessite une vigilance constante et des interventions qui sont rapides. Et ben, ça a un impact évident sur son travail et sa vie de famille. Il y a aussi une très grande charge émotionnelle. Il ressent une grande culpabilité parce qu'il n'est pas capable d'être assez présent pour toutes les personnes impliquées dans sa vie. Il se sent déchiré, séparé entre tout le monde. Et Marc est souvent submergé de pensées telles que ce que je vais vous présenter dans quelques instants, tels que les exemples ici, qui accentuent son stress et sa fatigue mentale. Donc, dans ce contexte-ci, Marc peut se dire, par exemple, que entre les audiences et les soins de mon père, je me sens partagé, je rate les événements scolaires de mes enfants, ça me pèse dessus. Bref, j'ai l'impression de ne performer nulle part. Donc, il vit une mise en échec personnelle. Chaque fois que son téléphone sonne, il craint le pire. Il pense que son père a eu un accident ou qu'il y a un enjeu majeur. Donc, beaucoup de catastrophes en fait en prévision.
il dit qu'il manque souvent de patience envers son père aussi. Après qu'il ait manqué de patience, ben, il se sent coupable. Ça, c'est probablement quelque chose qu'on entend le plus souvent auprès des personnes proches aidantes, PNR ou non. Et ben, il n'arrive pas à dormir. Ça affecte aussi son sommeil parce qu'il s'inquiète pour le bien de son père, il s'inquiète pour sa famille et il se sent simplement surmené par le tout. Et dans ce contexte-ci, il sent qu'il est en train de laisser tomber tout le monde. Donc, le concept de la présence attentive ou la pleine conscience, comme on le dit en anglais, qu'on entend très souvent, le mindfulness, c'est en fait par définition, euh, excusez-moi si tu peux changer la diapo, merci. C'est par définition, la présence attentive, c'est une faculté mentale qui permet de prêter attention aux expériences du moment présent sans porter de jugement et sans réagir. Sa pratique implique des techniques et des exercices faciles à comprendre qui consistent à prêter attention à ce qui se passe à l'extérieur de nous, donc par exemple à des objets, des odeurs ou des sons, et à l'intérieur de nous aussi, donc par exemple nos sensations corporelles, les émotions qu'on ressent, les images qu'on va visualiser et les pensées qui passent à travers notre esprit à ce moment-là. Il existe deux styles de méditation de présence attentive. La méditation d'attention focalisée ou MAF et la méditation d'attention ouverte ou MAO. Dans le cadre de la méditation d'attention focalisée, on va maintenir notre attention sur un seul objet, tel que par exemple la respiration. Pour la méditation d'attention ouverte, au lieu de se concentrer sur un seul objet, on accueille et on observe tous les éléments de notre expérience présente. Donc, ça peut inclure nos pensées, nos sensations, ou même les bruits environnants. L'idée est de rester ouvert et réceptif à ces différentes expériences. Les études nous indiquent toutefois que la désactivation des régions cérébrales qui sont associées aux pensées négatives répétitives n'est observée que lors de la pratique de la méditation d'attention focalisée. Cela suppose que la méditation d'attention ouverte peut augmenter le nombre et la fréquence des pensées négatives répétitives. Autrement dit, si on veut diminuer les pensées négatives répétitives chez les personnes proches aidantes, le style de la méditation qui aurait un impact positif sur les pensées négatives répétitives est la méditation d'attention focalisée. Plusieurs effets des interventions basées sur la présence attentive ont été documentés dans les écrits. Il y a tout d'abord de nombreux effets positifs sur la santé pour des maladies mentales et physiques, telles que par exemple de l'anxiété, la dépression, le stress, la douleur chronique. Il y a également plusieurs effets positifs pour les personnes proches aidantes, tels que la diminution du stress, de l'anxiété, de la dépression ou du fardeau, le développement de la compassion, de la qualité de vie, l'augmentation du sentiment de satisfaction en lien avec les soins et les soutiens offerts. Un autre effet notable pour les personnes proches aidantes qui pratiquent la présence attentive est le développement d'empowerment ou l'autonomisation des personnes proches aidantes. Donc, la présence attentive peut favoriser une meilleure compréhension des limites personnelles et des besoins des personnes proches aidantes, ce qui les aide à identifier et à mettre en place des services qui sont adaptés à leur situation unique. Cela contribue également à la mobilisation de leurs ressources personnelles, leur permettant de mieux gérer le stress, l'anxiété, la dépression et d'améliorer leur qualité de vie globale. Un autre effet des interventions basées sur la présence attentive qui a été documenté dans les écrits est l'amélioration des interactions dans les DIAD et dans ED. Géry, la parole est à toi pour la suite. Merci Anna. Juste avant qu'on passe au prochain volet, j'ai réalisé que j'ai omis de mentionner quelque chose qui est quand même important, puis c'est très simple, fait que j'aimerais te demander, Anna, si tu pouvais revenir à la diapo sur la définition rapidement avec les images. C'est un petit détail qui est quand même assez important parce que j'ai sauté par accident les images. On veut aussi, avec ce projet de recherche-là, démontrer que la présence attentive, c'est pas quelque chose qui doit être pratiqué dans un contexte exceptionnel comme dans notre belle image là, d'une personne assise sur une roche dans les montagnes.
c'est quelque chose qui peut être pratiqué un peu n'importe où, à un peu n'importe quel moment, quand on sait comment le faire. Et le but justement de ce projet-là, surtout avec les outils qu'on va vous présenter, c'est de donner l'accessibilité de la présence attentive aux personnes proches aidantes pour qu'elles puissent appliquer ce concept-là dans leur vie au quotidien. Alors, comme vous voyez dans les images, ben, peut-être que la personne là en bas, qui est dans sa réunion, a décidé de prendre quelques moments pour se concentrer sur l'air qui sort de ses narines. Peut-être que la personne qui conduit derrière le volant a pris le temps de respirer puis ressentir tout ce qui se passe autour d'elle, assis dans sa voiture. Et puis, ben, finalement, ça s'applique pas mal n'importe où, même pendant que votre enfant de 3 ans vous fait une crise parce que vous avez dit non à quelque chose qu'il voulait. Vous pouvez prendre un petit moment de pause puis juste essayer de vous recentrer sur qu'est-ce que vous ressentez en ce moment à l'intérieur de votre corps parce qu'on le sait, comme plusieurs d'entre vous, on le sait que ça se résout pas super rapidement quand on a une crise devant nous. Alors, merci Anna, je voulais juste clarifier ça. On peut revenir au volet 2. Alors, pour le volet 2, on va vous parler plus en détail du projet de recherche. Je peux passer au prochain point. Alors, on va nommer les partenaires, nos partenaires qui sont impliqués dans ce projet-là. Il y en a plusieurs. C'est important pour nous de les nommer parce que tout le monde est impliqué et c'est ensemble qu'on va faire cheminer ce projet-là. Alors, on a plusieurs partenaires. Le premier étant l'Université Laval. Par la suite, on a l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM. On a le CERIAS, qui est le Centre d'études et de recherche sur l'Inde, l'Asie du Sud et sa diaspora. On a le Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux du centre-ouest de l'île de Montréal. On a la... Oh mon Dieu, excusez-moi, j'ai pas les... Ah non, j'ai pas les acronymes, si tu peux m'aider là-dedans. Désolé. Oui, bien sûr. Donc, nous avons plusieurs directions du Sud, centre-ouest de l'île de Montréal qui sont partenaires de ce projet-là. Donc, la direction des affaires académiques et de l'éthique de la recherche, la direction des services multidisciplinaires et réadaptation, la direction des soins infirmiers, la direction de santé mentale et dépendance, le programme SAPA, soins de longue durée, et le programme de l'hôpital à domicile de la direction qualité. C'est beau, merci beaucoup. Je suis vraiment désolé. Je sais pas, je suis pas dans le réseau, donc je les connais pas par cœur, hein. C'est ça. Mais merci beaucoup. Donc, on a aussi l'équipe ambulatoire des symptômes comportementaux et psychologiques de la démence, la SCPD, du Sud du Centre-Sud, et on a évidemment le groupe des aidants du Sud-Ouest, le GAZO, et Proche Aidance Québec, qui est notre groupement provincial pour les organismes communautaires en proche aidance, et le regroupement des organismes montérégiens d'aidants naturels, connu sous l'acronyme le ROMAN, qui est aussi impliqué sur le projet. Alors, pour nommer les personnes impliquées, pour le secteur communautaire, nous avons 2 personnes du GAZO, moi-même et ma collègue Mélanie Monpetit, qui est la personne que j'ai mentionnée tantôt, qui détient un programme de 2e cycle en présence attentive. On a Marika Tessier de Proche Aidance Québec, Jessica du Roman. On a par la suite 2 coordonnateurs de domaine d'expertise du CREGES. Donc, on a Sandra Smil et on a Patrick Durivage. Ensuite, on a Gina, Zelda, Isabelle, Aïcha, Vasiliki, Léa, Ilana et Kimberly, qui font partie des directions qui ont été nommées précédemment du CIUS du Centre-Ouest. On a Laurence Villeneuve qui, pardonnez-moi, qui fait partie de l'équipe ambulatoire, comme on a mentionné, qui nous soutient dans le projet, mais qui provient du Centre-Sud. Et on a l'équipe de recherche, Sophie, Mathieu, Anna, Hans et Julie, qui sont principalement attitrés au projet. Voilà. Alors, merci à toutes les personnes impliquées. Le but de ce projet de recherche est d'explorer la faisabilité et l'acceptabilité du programme APA Aide Présence Attentive ou MindAide, qui est une intervention psychoéducative en ligne basée sur la présence attentive et conçue pour réduire les pensées négatives répétitives parmi les proches aidants de personnes vivant avec un trouble neurocognitif majeur. Cette intervention sera comparée à l'atelier éducatif pour les proches aidants qui servira de groupe de contrôle éducatif équivalent en termes de temps. Concernant la méthodologie de recherche de ce projet-là,
Et il s'agit tout d'abord d'une étude à devis expérimentale. Un essai randomisé contrôlé de faisabilité en groupe parallèle comparera l'efficacité des deux interventions qui seront suivies par les personnes proches aidantes. Dans le cadre de ce projet, nous aimerions recruter environ 100 proches aidants de personnes vivant avec un trouble neurocognitif majeur et présentant des niveaux élevés de pensées négatives répétitives. Ces participants, donc 100 proches aidants, seront répartis de façon aléatoire entre les deux interventions, donc MindAid et atelier éducatif. Ces interventions seront suivies par les participants pendant 8 semaines. Enfin, nous utiliserons les méthodes mixtes, donc nous recueillerons à la fois les données qualitatives et quantitatives qui seront collectées à 3 moments différents. Immédiatement avant l'intervention, immédiatement après l'intervention, donc 8 semaines plus tard, ainsi qu'un suivi 20 semaines plus tard. Les deux interventions partagent plusieurs caractéristiques communes. Tout d'abord, les deux seront autoportantes, donc elles seront suivies de façon autonome par les personnes proches aidantes. Elles seront publiées sur la plateforme d'apprentissage Moodle qui sera disponible sur le site de l'Université Laval. Les deux interventions seront composées de 8 modules qui seront chacune disponibles à chaque semaine. Les deux interventions contiendront plusieurs ressources supplémentaires, telles que le glossaire, les lectures supplémentaires, la section avec des questions fréquemment posées, ainsi que les liens vers des services de soutien externes. Les participants pourront poser leurs questions, mais aussi laisser leurs commentaires directement sur la plateforme. Enfin, les deux interventions seront disponibles à la fois en anglais et en français. Géry, la parole est à toi pour la présentation Merci. des interventions. Donc, on va vous présenter de façon globale le programme MindAid, qui est en fait l'outil de capsules vidéo qui seront enregistrées. Le programme est basé sur les traditions de bouddhisme Theravada et les techniques de présence attentive de Kabat-Zinn. Les modules et les composants, il y a le premier composant, c'est celui qui est éducatif. Donc, il s'agit de courtes vidéos de 5 minutes en moyenne, couvrant les PNR, la méditation d'attention focalisée et la présence attentive. Par la suite, on a la pratique formelle, donc une méditation d'attention focalisée progressivement augmentée de 10 à 24 minutes. Donc, cela veut dire qu'au début, les personnes vont pratiquer pendant 10 minutes la méditation d'attention focalisée et par la suite, ils seront amenés à le faire pendant 24 minutes, ce qui est quand même un très grand changement, une très belle progression au niveau du programme. La pratique informelle, c'est de l'intégration des compétences dans la vie quotidienne avec des activités pratiques et des fichiers audio guidés, comme des petits devoirs à l'extérieur des capsules. Et des lectures supplémentaires qui sont optionnelles, qui sont proposées, issues de divers manuels de méditation. Pour ce qui en est du groupe de contrôle, l'atelier éducatif pour les personnes proches aidantes, c'est basé sur la ressource éducative Troubles neurocognitifs, votre guide d'accompagnement, faisant partie du programme de formation sur les troubles neurocognitifs de l'Université de McGill, incluant des éléments du programme de prévention de l'épuisement du gazo. Donc, à ce moment-là, on essaye de monter un programme qui s'inspire de ceux-ci, mais qui se différencie par le fait qu'on veut aborder les PNR tout en gardant le contexte de l'approche aidance. Le contenu, on parle de compréhension des troubles neurocognitifs majeurs, on parle de la gestion des symptômes comportementaux et psychologiques, l'adaptation de l'environnement, la gestion des repas, promotion de l'activité physique, les soins personnels, le maintien de la santé et du bien-être de la personne proche aidante, la planification légale et les questions financières, l'amélioration des compétences de communication, gestion des changements, utilisation de la technologie, accès au réseau de soutien et bien plus. Donc, la structure, c'est 8 modules hebdomadaires, incluant des vidéos éducatives et des lectures supplémentaires. C'est chaque semaine 5 vidéos de 8 à 15 minutes chacune, totalisant environ 60 minutes de vidéos contenues par semaine. Et les transcriptions sont disponibles en téléchargement et impression du format PDF. Pour vous dire, en ce moment, on est dans le développement des interventions et on est à l'étape de l'enregistrement du contenu. L'objectif, c'est que le contenu soit disponible pour le 1er juin 2024.
Et on va être dans un processus de recrutement, comme Anna a mentionné, pour 100 personnes proches aidantes pour le projet pendant une période de 7 mois de recrutement. Ah, excuse-moi, c'est à mon tour, hein? L'année 1 de l'échéancier global, donc on a parlé de mise en place du comité d'orientation et des comités de suivi. Le comité d'orientation s'est rencontré une seule fois pour l'instant. Les comités de suivi travaillent sur leurs objectifs individuels. L'élaboration du dossier pour le comité d'éthique et de la recherche du CIUS Centre-Ouest est en cours. Il sera déposé en janvier 2024. Le développement des interventions est en cours, comme j'ai mentionné, et le recrutement et la sélection des participants commencera une fois que les capsules et le contenu seront enregistrés. Pour l'année 2, on parle de, en fait, la réalisation des interventions et par la suite, l'analyse des résultats des interventions avec plusieurs pré-tests et post-tests. Pour l'année 3, on parle de développement et d'implantation de l'application interactive, la rédaction du rapport final du projet et soumission d'articles et des activités de transfert de connaissances. Et comme on l'a mentionné, l'objectif, c'est de démontrer que ce qu'on veut proposer comme outil ait un impact positif, donc dans l'optique où est-ce que l'impact est positif pour les outils, c'est à ce moment-là qu'on parlerait de développement et d'implantation de l'application interactive. Maintenant, nous aimerions vous présenter des solutions pour Marc en lien avec ce projet de recherche. Donc, nous revenons à notre mise en situation qui a été présentée par Géry tantôt. Donc, nous avons présenté la situation de Marc, qui est la personne proche aidante de son père, vivant avec la démence frontotemporale. Donc, dans le cadre de son rôle, Marc est confronté à un stress important. Il vit plusieurs pensées négatives répétitives, telles que par exemple « je ne suis pas à la hauteur »,« je suis en train de laisser tomber tout le monde », qui augmente son anxiété et sa culpabilité dans sa vie quotidienne. Il se peut que dans le cadre d'une des rencontres avec un professionnel de l'équipe SCPD, donc l'équipe sur les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence, ce professionnel propose parmi d'autres services disponibles pour les proches aidants de pratiquer la méditation d'attention focalisée. Ce professionnel prend évidemment ce soin d'informer la personne proche aidante de tout ce qui entoure la maladie, en fait, l'information sur la maladie de la personne aidée. Donc, ce professionnel parle en fait des bénéfices, de la possibilité d'intégrer la méditation d'attention focalisée pour Marc, et Marc décide de l'adapter. En apprenant à se concentrer sur le moment présent et à accepter ses pensées sans jugement, Marc parvient avec le temps à réduire ses inquiétudes et à apprécier davantage les moments qu'il passe avec son père. Cette transformation chez Marc ne bénéficie pas seulement à lui-même. Son père, donc la personne aidée, profite également de soins plus sereins et attentifs. Sur son lieu de travail, Marc peut constater une amélioration notable de sa concentration. La présence attentive l'aide à trouver un équilibre plus sain entre ses responsabilités professionnelles, mais également ses responsabilités personnelles, améliorant ainsi sa qualité de vie globale et prévenant l'épuisement. L'approche de la présence attentive qui est adoptée par Marc peut être transférable à d'autres personnes proches aidantes qui sont confrontées aux défis similaires. Cette intervention peut aider à améliorer la qualité de vie globale, la santé mentale des personnes proches aidantes, avec évidemment des retombées positives sur les personnes aidées. Alors nous avons un deuxième sondage interactif. Pardon, Anna? Oui, je vais te laisser l'animation de cette question-là. Ça a bien fonctionné. On était inquiets que ça ne fonctionnera pas, mais ça a bien fonctionné. Je l'ai activé. Excellent. Désolé de t'avoir coupé. On a une deuxième activité interactive. On va vous demander, s'il vous plaît, de scanner le code QR qui est à l'écran et vous allez avoir une question qui va être affichée devant vous qui est « Comment pouvez-vous promouvoir la reconnaissance des PNR dans votre entourage ?» Et on s'excuse, le mot « entourage » n'est pas visible à cause de la mise en page.
Mais donc, voilà. On vous invite à utiliser quelques mots parce qu'on ne peut pas inscrire une longue phrase et ça va nous créer un beau nuage de mots. Donc, si on est en mesure d'avoir des mots qui se ressemblent, on va peut-être avoir quelque chose qui va ressortir davantage. Alors, gênez-vous pas. On va essayer de voir qu'est-ce qui ressort le plus. Donc, on a ici à l'écran beaucoup de gens qui disent en parler, simplement. Parler des PNR à votre entourage, ce qui est une très bonne piste. On parle d'écoute, aussi d'écouter la personne. Puis j'imagine que quand on parle d'écoute, on parle de trouver ou d'être à l'affût des symptômes ou des signes qu'on peut remarquer par rapport au PNR. Beaucoup de personnes qui inscrivent de l'empathie pour promouvoir les PNR. Donc, essayer de, encore une fois, peut-être remarquer les signes qui se présentent auprès des personnes et d'être empathique envers elles. Bouche à oreille, être présent, du soutien, poser des questions par rapport au PNR. Et là, il y a tellement de résultats que là, la personne tantôt qui a mentionné que c'était petit, elle va pas être contente parce que c'est vraiment petit. Mais à ce point-ci, le plus qu'on reçoit de réponses, le plus petit que c'est. Je vais essayer de zoom in pour vous lire les réponses. Voilà. Alors, on parle de diffuser l'information sur les PNR, d'identifier, s'intéresser au PNR, d'être présent pour la personne, sans jugement. Est-ce qu'il y en a d'autres? De la bienveillance qui est très, très bien. Faire des reflets de ce que je vois ici, ça sort souvent. Je pensais que c'était stable, mais il y a peut-être encore des réponses qui rentrent. Donc, comme vous voyez à l'écran, là, disons les 5 les plus récurrents, c'est poser des questions, en premier, en parler simplement, parler des PNR à notre entourage, être à l'écoute, être empathique, offrir du soutien, poser des questions par rapport au PNR à notre entourage, le bouche à oreille aussi pour sensibiliser, j'imagine le mot qui peut s'apparenter au bouche à oreille. Et c'est ça, vraiment. Alors, merci beaucoup pour votre participation. C'était très agréable de voir ce beau petit tableau bouger sans cesse, nous donner plein de beaux résultats. Un grand merci pour votre participation. Nous allons poursuivre la présentation, mais vous pouvez quand même continuer à y répondre. Donc, n'hésitez pas, le sondage va être ouvert. Donc, nous sommes maintenant rendus à notre troisième objectif et le dernier objectif pour cette présentation, qui consiste à vous inviter à collaborer et à participer à ce projet de recherche. Donc, votre contribution peut prendre plusieurs formes. En tant que les professionnels du réseau de la santé et des services sociaux et des milieux communautaires, vous pouvez intégrer les comités de suivi de ce projet-là. Les comités de suivi seront composés de représentants des différents milieux et équipes qui sont intéressés de promouvoir l'intervention auprès de leur clientèle, donc auprès des personnes proches aidantes que vous rejoignez. Vous pouvez également participer au recrutement en partageant l'information sur le projet dans vos réseaux. En tant que personne proche aidante, vous pouvez contribuer au projet qui vous est directement destiné en intégrant le comité d'orientation. Le mandat du comité d'orientation est vraiment d'assurer la réalisation de grands objectifs de ce projet-là. On prévoit le comité d'orientation se rencontrera entre 2 à 3 reprises par année d'ici 2026. Vous pouvez également prendre part en tant que la personne proche aidante, vous pouvez participer à l'intervention si vous êtes une personne proche aidante pour une personne qui vit avec un trouble neurocognitif majeur et bien évidemment si vous vous qualifiez au niveau des critères d'inclusion pour pouvoir participer à cette étude-là. Enfin, si ce projet vous interpelle, on vous encourage à partager l'information sur le projet, demeurer sensible à la réalité des personnes proches aidantes et à soutenir les initiatives en leur faveur. Que vous soyez un professionnel du réseau de la santé et des services sociaux ou des milieux communautaires, une personne proche aidante ou un citoyen concerné, votre contribution est précieuse et peut faire une différence notable dans le cadre de ce projet.
Ensemble, nous pouvons collaborer pour améliorer la vie des personnes qui sont confrontées aux troubles neurocognitifs majeurs et leurs personnes proches aidantes. La parole est à toi maintenant, Jerry. Merci. Alors pour conclure, on veut vous partager que les outils, en fait, les interventions vont être publiées sur le site suivant, donc mindaid.ulaval.ca. Le site n'est pas actif présentement, mais lorsque le tout sera prêt, c'est là que ça va être disponible. Bonjour, désolé. Problème de connexion Oui. Internet. Ah, il n'y a pas de problème. Merci, Karine. Donc, on veut remercier le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie pour, en fait, avoir accordé une subvention à ce projet de recherche-là pour faire en sorte que tout ça soit possible. Et puis, finalement, on veut vous remercier d'avoir été présent aujourd'hui au webinaire et de la part de Anna et moi, nous aimerions remercier Karine Ohayon qui vient juste de parler du CREGES, Céline Bouffard de la communauté de pratique en proche aidance et de Chiara Marabolduc de la communauté de pratique aînée volet SCPD pour leur travail d'organisation et de gestion qui ont été essentiels pour la mise en place de cette présentation. Alors, merci beaucoup et c'est ce qui conclut notre présentation. Et maintenant, on va passer à une période de questions.